Et donc je vais vous parler aujourd'hui de l'innovation pédagogique que j'ai développée depuis maintenant 6 ou 7 ans à l'UPEM en priorité et qui a reçu l'an dernier le prix de l'innovation pédagogique de l'université et qui a reçu juste avant l'été un certificat d'excellence au concours PEPS qui est le prix d'innovation pédagogique organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Alors pourquoi je vous en parle? C'est pas du tout pour dire que c'est vachement bien, etc. Mais j'aimerais bien réussir à diffuser et à diffuser en dehors de sa discipline de construction, on va dire, cette innovation pédagogique, parce qu'il me semble qu'elle a pour vertu de pouvoir être capable d'enseigner tout type de discipline, y compris des disciplines scientifiques dures qu'on pourrait aborder ici aussi. Voilà. Alors, ça, il faut que je comprenne comment ça marche, c'est ça? Ça marche très bien. Alors, le module lui-même, il est constitué de manière à aborder finalement l'apprentissage par un détour par la fiction. Pourquoi? Parce que la fiction, ça a ceci de pratique, c'est qu'on est capable de construire des environnements, des contextes qui permettent de mettre en action un certain nombre de notions et de concepts abstraits ou théoriques dans un cadre qu'on n'a pas besoin de construire en réalité. Alors ça c'est très pratique. D'ailleurs il y a un certain nombre de sociologues qui ont étudié déjà ce type de construit pour générer le sens dans les situations. Je pense à Goffman par exemple, qui écrit un bouquin qui s'appelle La mise en scène de la vie quotidienne et qui s'intéresse justement à la façon dont le sens peut être construit dans l'action. Et bon, là, il ne s'agit pas de fiction, puisque c'est la vie quotidienne, mais par contre, on peut aussi construire dans la fiction un certain nombre de choses. L'intérêt de la fiction, c'est qu'on maîtrise le cadre qu'on est en train d'élaborer, et qu'on peut en plus se rapprocher éventuellement de phénomènes réels, en tout cas d'aborder les phénomènes réels sous l'angle de la plausibilité. C'est-à-dire qu'en gros, quand on va travailler sur ce module, l'une des instructions importantes, c'est je m'en fous que ça soit vrai, je veux que ça soit plausible. D'accord ? Alors, on va faire un apprentissage par l'expérimentation dans et par la fiction. L'idée, c'est de faire construire, vous avez compris par l'intitulé de cette intervention, on va faire construire et rédiger un roman dont vous êtes le héros aux étudiants. Je vais vous en expliquer tout seul. Alors là, l'intérêt de l'écriture, de l'atelier d'écriture en général, c'est de donner l'accès aux étudiants à de l'abstraction, à tout un dispositif qui permette de les sortir finalement de leur quotidien et en même temps de travailler sur les concepts et les notions qui intéressent le cours. Alors, pour faire cette chose-là, eh bien, on a 4 phases différentes. 4 phases. Donc, d'abord, la préparation du contexte et du décor du roman. Et bien sûr, une acclimatation au propos du cours. Je vous expliquerai un peu comment ça se passe de ce côté-là. Deuxième phase qui va être la rédaction du roman proprement dite. Et une troisième phase qui va être la finalisation de ce roman et l'orienter vers ce qu'on va appeler des manuels dont vous êtes le héros, dont je vais vous parler assez longuement par la suite. Et enfin, bien sûr, comme il s'agit d'un dispositif d'enseignement, il s'agit quand même d'évaluer le dispositif, et évaluer à la fois les compétences acquises par les étudiants, mais aussi l'évaluation du dispositif lui-même, et qui me semble intéressant. Alors, dans cette première phase, préparation du concept du roman et acclimatation au propos du cours, on va commencer par faire un cours magistral. Alors ça peut paraître un petit peu particulier, puisque en fait le cours magistral c'est plus trop à la mode, etc. Mais bon, moi je pense que c'est important d'avoir des parties magistrales dans un cours, surtout quand il s'agit de rentrer dans un sujet que les étudiants ne connaissent pas forcément. Et donc la première partie de ce cours est finalement pris par ce cours magistral. Alors je suis en train d'expérimenter
une forme de classe inversée, qui n'est pas vraiment une classe inversée, mais qui est quand même une classe inversée en partie. Enfin, voilà. Par exemple, bon, je fais un cours sur de la théorie des organisations, et il se trouve que je suis en train de faire un cours, de préparer un cours sur Twitter. Donc ça, quelqu'un qui connaît bien ces techniques-là à l'université, qui est Mathilde Larère, fait des cours sur Twitter, et ça m'a donné l'idée de faire un cours sur la Casa de Papel, parce qu'en fait la Casa de Papel, qui est une série actuelle qui est diffusée sur Netflix, et ben la Casa de Papel est en fait un cours de théorie des organisations. Vous le saviez pas, moi non plus, mais quand je l'ai vu, je me suis dit c'est absolument sûr qu'il faut faire un cours là-dessus. Donc c'est pour ça que je disais que je faisais un peu de la classe inversée, c'est-à-dire que je leur passe des épisodes de la Casa de Papel, et puis on discute après sur les concepts et les notions théoriques qu'ils ont abordés dans ce cours. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie cours. Mais bien sûr, comme il s'agit de leur faire écrire un roman dont vous êtes le héros, alors déjà, il faut leur expliquer ce que c'est qu'un roman dont vous êtes le héros, parce que imaginez-vous que moi, c'était hyper courant quand j'étais jeune. Quand j'étais adolescent, je lisais des romans dont vous êtes le héros. Aujourd'hui, les étudiants soit lisent pas des romans dont vous êtes le héros. Donc il faut leur expliquer ce que c'est. C'est pas très grave, ça marche très bien, parce qu'il se trouve que Netflix a justement sorti une série qui s'appelle Black Mirror, et qui a sorti un épisode dont vous êtes le héros. Et donc ça leur permet d'expliquer ça. Alors comme ils ont tous vu cet épisode de Bandersnatch, qui s'appelle Bandersnatch, c'est très facile à leur expliquer ce que c'est. Le problème de ce module, c'est que les étudiants sont super contents de raconter des histoires. Le problème, c'est qu'ils racontent des histoires à partir de rien. Et donc, ils oublient de constituer le contexte, le décor, le lieu, l'événement, l'époque, etc. Et donc, je passe beaucoup de temps à les empêcher de travailler leur scénario ou leur histoire. Donc, résultat, pour faire ça, je les fais jouer. Alors, pourquoi je les fais jouer? Parce qu'il existe des jeux de société qui s'appellent, au départ, il y en avait un qui s'appelait Il était une fois, qui est plus édité maintenant, et maintenant qui s'appelle Storyline, qui permet de raconter de se mettre dans un processus presque créatif, où on va, à partir de cartes de personnages, d'actions, de lieux, etc., de raconter une histoire, qui sont souvent des contes de fées. Storyline, c'est des contes de fées. Alors, c'est pas très très intéressant, mais l'idée c'est de les faire jouer pour essayer de leur faire comprendre quels sont les mécanismes de narration qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir travailler cette chose-là, et puis faire ces choses. Et puis après, dans la quatrième étape, je leur fais fabriquer un jeu en équipe, donc, sur leur histoire. Ils ont prévu un contexte, etc. Donc je leur fais définir des cartes de personnages, plein de cartes de personnages, même des personnages probablement dont ils n'auront pas besoin dans leur narration. Des décors pareils dont ils n'auront pas besoin dans la narration, mais au cas où, on leur a fait concevoir des contextes qui sont un peu différents. L'intérêt aussi, c'est que ça leur permet d'assurer la variabilité des contextes, et donc d'assurer des situations de mise en œuvre finalement de leur roman qui vont être suffisamment riches pour pouvoir supporter à la fois leur apprentissage des notions et des concepts que j'aimerais bien leur faire passer de ce côté-là. Ensuite, on établit des scénarios et des alternatives scénaristiques, parce que vous savez que les romans dont vous êtes le héros, c'est des romans où le lecteur est capable de faire des choix et de pouvoir lire plusieurs histoires différentes. Et donc, résultat, je leur montre des techniques qui leur permettent d'écrire des arbres de décision ou de faire du storyboarding pour pouvoir raconter ces choses-là. Dans la rédaction du roman, dont vous êtes le héros, en fait, je leur donne très peu de règles, mais je leur donne des règles fondamentales. Première règle fondamentale, c'est qu'il ne faut pas que vous écriviez un cours de théorie des organisations. Je m'en fous de ça, c'est pas important. D'ailleurs, je l'ai fait aussi en cours, là, je l'ai expérimenté cette année en cours de stratégie. Alors vous allez me dire, c'est des contextes qui sont assez proches. Mais l'idée, c'est de ne pas faire un roman, un bouquin de maths, si on veut faire un roman qui parle de maths, un manuel qui parle de maths. Et donc, résultat, ça c'est la première règle. Deuxième règle, il faut absolument les décontextualiser, parce que s'ils racontent des choses sur leur vie de tous les jours et sur ce qu'ils connaissent intimement,
ils vont finalement pas être suffisamment déplacés pour apprendre correctement. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai de l'application de ce module. Voilà, dans la rédaction du roman, chaque étudiant, alors ils sont par équipe de 5 ou 6, je pense qu'aller au-delà c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de phénomènes de passagers clandestins, j'ai déjà expérimenté donc des équipes un peu plus grandes, mais ça marche pas très bien, et puis des équipes un peu plus petites, et ben, finalement l'ampleur de la tâche les décourage, hein, d'accord, le fait d'être 5, c'est pas mal, ça veut dire que chacun fait que ça. Bon, il y a quand même une règle importante, c'est que je leur fais rédiger un roman, un chapitre ou une partie du roman qui doit faire au minimum 10 pages. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en général, dans un groupe de 5 personnes, eh ben, j'ai rarement 50 pages. J'ai plutôt 90, 100, 110 pages. D'accord. Au départ, ils sont complètement déstabilisés, ils se disent on ne va jamais y arriver, etc. Mais en fait, ils se prennent au jeu assez rapidement et ils rédigent. Au départ, ils ne savent pas trop, mais en 10 pages, ça marche bien pour leur faire écrire 20, quoi. Ça, c'est un peu intéressant. Alors là où ça va être intéressant pour nous et pour le propos de ce module, c'est que la 7e phase, la 7e activité, c'est la relecture du roman par chacun des membres de l'équipe. Et donc là, l'idée, c'est qu'ils recherchent les notions et les concepts du cours dans ce qui a été écrit. Il y en a forcément. Parce que, alors après, vous allez me dire, c'est quand même très attaché à la théorie des organisations, à la stratégie. Bien sûr, dans toute histoire, il y a de la stratégie, dans toute histoire, il y a des organisations, donc il y a de la théorie possible. Mais je pense qu'il n'est pas impossible que ça puisse se faire dans n'importe quelle autre discipline. Je vous donnerai d'autres exemples par la suite. En l'occurrence, même en maths. D'ailleurs, il y avait un enseignant de l'UPEM qui était venu me voir aux journées des innovations pédagogiques il y a 1 an et demi, peut-être 2 ans, presque maintenant. Et qui m'avait dit « Ah bah ouais, j'aimerais bien mettre en place cette démarche dans mon cours de maths. » Et je dis « Bah oui, pas de problème. » Et je pense que c'est même super intéressant de le penser de cette manière-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors les étudiants, ils ont pour instruction de retrouver donc des choses dans le texte qui vont leur rappeler des concepts ou des notions du cours. Et donc à partir de là, ils vont écrire des notes de bas de page qui vont enrichir la compréhension de l'histoire. Alors par exemple, là j'ai pas d'exemple là, mais par exemple, ils vont décrire deux de leurs personnages qui discutent de ce qu'ils vont faire l'après-midi au travail autour de la machine à café. Et bien ça, en théorie des organisations, c'est ce qu'on appelle de l'ajustement mutuel. C'est un mécanisme de coordination très classique, de coordination du travail très classique, on l'utilise tous hein, quand on travaille de ce côté-là. Et puis, et donc ils vont expliquer en note de bas de page, cette situation-là, ça décrit finalement une situation d'ajustement mutuel, et ils vont expliquer pourquoi. Donc les notes de bas de page peuvent être courtes comme plus longues, selon la complexité du problème à expliquer. Alors ça a 2 avantages hein, de faire cette chose-là. Alors c'est un truc pareil, le module est en constante évolution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant je teste le fait de faire écrire les notes de bas de page, non pas par les gens qui ont rédigé le chapitre en question, mais par les autres membres du groupe. Ce qui permet d'avoir encore cette capacité de détection de situations, de problèmes, pour vraiment ancrer finalement l'apprentissage dans l'action. À la fois la rédaction de cette action, mais aussi de sa compréhension et de sa mise en situation. Enfin, donc la finalisation du roman, et là, c'est là où on va vers des manuels dont vous êtes le héros, puisqu'on rédige donc des notes de bas de page expliquant les concepts et les notions mobilisées, et puis on met en forme le roman. Alors souvent, j'ai alors je demande, parce que je suis un peu averse au papier maintenant, comme ça, je demande un rendu électronique, hein, un format électronique. Et la plupart des étudiants mettent en forme leur roman sous forme de format de poche, ce qui est assez intéressant. Donc c'est vrai qu'ils se jouent jusqu'à la tâche finalement d'édition de leur travail. Et donc cette mise en forme permet à la fois, en plus de manière électronique, de faire des liens hypertextes effectivement dans le texte pour que le lecteur puisse cliquer ou aller directement à la suite de l'histoire qu'ils auraient envisagée.
Comment est-ce que j'évalue le dispositif? Alors déjà, j'évalue le roman. Alors, je m'en fous un peu de l'histoire, en fait. Enfin, non, c'est pas vrai. Comment dire? je, je pense que je peux pas tout à fait dire ça, mais en tout cas, j'évalue pas l'histoire. C'est-à-dire que j'évalue pas la qualité littéraire de l'histoire. J'évalue le fait de savoir s'ils ont respecté les règles que j'ai imprimées, c'est-à-dire à la fois les règles en termes de quantité, mais aussi en termes de type de rédaction. Alors bien sûr, j'évalue, enfin je note quand il y a des fautes d'orthographe à tous les mots, ça a tendance à m'horripiler, effectivement. En tout cas, je leur fais une note là-dessus, hein, parce que c'est pas l'objet de ces choses-là. Et bien sûr, j'évalue la capacité à rédiger des bonnes notes de bas de page, parce que c'est ça qui me semble intéressant dans l'affaire. Vous avez vu, c'est tout un prétexte pour pouvoir leur faire travailler les concepts et les notions abstraites ou théoriques du cours. Comment est-ce que je fais pour évaluer en deuxième rideau? Parce que ça, normalement, ça permet assez rapidement, et donc je permets le test qui me fait dire que globalement, ils ont bien appris les concepts et les notions du cours, bien compris et appris, mis en action, tout ça, les concepts et notions du cours. Et ben, je leur donne une étude de cas de fiction. Qu'est-ce que c'est qu'une étude de cas de fiction? C'est, je leur passe un document audiovisuel de fiction, et je leur dis, bah, vous faites des notes de bas de page. Vous écrivez les notes de bas de page de ce film ou de cette... Bon, c'est difficile sur un film, mais bon, vous notez les timecodes, vous notez ces choses-là. Et ben, ce qui est vraiment très intéressant et très rigolo, c'est que les notions et les concepts que j'enseignais préalablement de manière classique, et aujourd'hui, par cette démarche et cette méthode, sont beaucoup mieux intégrés, et surtout, ça dure dans le temps. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'ils sont sortis du cours, j'ai rencontré des étudiants 2 ans ou 3 ans après, par hasard, et qui se souviennent encore de ce module, et se disent « mais c'est vachement bien, j'ai découvert sur mon lieu de travail exactement des problématiques qu'on avait abordées dans le roman ». Et je m'en souviens de manière très précise, et je les ai bien compris, et j'ai trouvé les leviers d'action qui m'ont permis d'agir dans ces situations-là. Donc pour moi, c'est très opératoire, et surtout dans la durée, de ce côté-là. Voilà. Comment ça se passe? Alors bien sûr, on peut aussi envisager une évaluation du module par les étudiants, ce qu'on fait volontiers à l'IE Gustave Eiffel et puis à l'UPEM dans les formations en gestion. Je ne sais pas comment ça se passe exactement dans les autres formations. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un très bon accueil de cette démarche, hein, avec des attentes très fortes. C'est-à-dire qu'en gros, souvent, quand je fais le premier cours, que c'est un peu magistral, ils me disent « mais on commence à rédiger le roman quand ?» Voilà, donc ça c'est un peu... Ça montre que ça fonctionne, que ça plaît, etc. Et qu'il y a une grosse attente là-dessus. Et puis, finalement, comme le module évolue chaque année, chaque fois que je pratique le module, là, cette année, je le ferai 3 fois, ce module dans des disciplines différentes, dans des formations différentes. Donc en théorie des organisations, disons en comportement humain dans les organisations et en stratégie pour le moment. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que selon les publics, on n'aborde pas la rédaction et la façon d'envisager le module de la même façon. Donc voilà, je suis assez curieux de voir comment ça pourrait se faire, ou comment ça pourrait se loger et se mettre en place en sciences dures, par exemple, ou dans d'autres, ou en lettres, par exemple, de ce côté-là. Il n'y a pas de problème. Alors voilà, comment on voit le dispositif aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc je l'ai mis en place, comme je vous l'ai dit, dans 3 formations différentes, dans 2 disciplines différentes, qui sont des disciplines des sciences de gestion. Hein. Je suis prof, maître de conf en sciences de gestion, et donc j'enseigne ce que je suis capable d'enseigner pour le coup. Mais ça a été suite à un colloque des enseignants en HSE, en IUT HSE, donc hygiène, sécurité, environnement. Ça a été mis en place en tant que projet tutoré dans toutes les académies en France
De ce module. Alors c'est un module qui est un peu tordu, hein, puisque je vous invite à faire, d'ailleurs si vous avez envie d'appliquer la démarche, l'idée c'est de le tordre, de le mettre à votre sauce. C'est important que ça vive aussi ces choses-là. D'une part parce que le public n'est pas le même. Nous, moi j'ai enseigné, je l'ai testé que chez un public de master, qui ont moins de problèmes avec l'écriture, on va dire, que peut-être que les étudiants en IUT. Et donc, ils ont décidé plutôt de l'instancier sous mode de jeu, de conception de jeu de rôle, en fait. Donc, où il y a moins d'écriture, mais plus d'interaction avec le dispositif. Donc je ne sais pas du tout encore, comme c'est la première année donc qu'ils mettent en place, et qu'on est encore au début de l'année, donc je ne sais pas du tout où ça en est. J'aimerais bien avoir des retours, d'ailleurs, de ces enseignants, je pense qu'ils vont m'en faire, mais voilà, j'attends de voir un peu ce qui va en ressortir de ce truc-là. Dans le futur, ce que j'envisage, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est une fédération d'un réseau autour de cette innovation pédagogique. L'idée, c'est qu'on réussisse à mettre en place cette innovation pédagogique si elle vous plaît et si elle vous semble intéressante dans vos disciplines. Et donc, bien sûr, je suis hyper motivé pour pouvoir venir vous aider à monter ces choses-là. Et puis surtout, l'idée du réseau permet aussi de constituer un pool de travaux d'étudiants qui vont pouvoir être constituer une base de données finalement de ce qu'on pourrait appeler, pour les meilleurs évidemment, des manuels dont vous êtes le héros. Et ces manuels dont vous êtes le héros, on pourrait en faire une édition. Et je proposerais même que ce soit les éditions de l'université Gustave Eiffel qui va voir le jour au 1er janvier, qui porterait cette chose-là. Donc ça me semblerait super intéressant, et je pense que ces manuels dont vous êtes le héros pourraient être un bon moyen de faire accéder à la fois à nos disciplines des gens qui n'y connaissent rien, mais aussi des gens qui y connaissent, et donc d'avoir des supports, des nouveaux supports finalement pour enseigner de ce côté-là. Voilà. Et je vous invite à regarder le film. Je ne sais pas si on pourra y avoir. Je ne sais pas si vous l'avez vu le film ou si vous avez envie de. Voilà, c'est un film qui présente. Donc vous avez l'adresse internet de ce film que je ne vous montrerai pas parce que globalement, je dis à peu près la même chose que ce que j'ai dit là, voire un peu moins détaillé. Et donc, n'hésitez pas à me poser des questions ou faire des remarques sur le dispositif et sur toute autre chose aussi, éventuellement. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais. Oui, merci. J'aurais une question sur la manière dont les connaissances sont fournies aux étudiants qui travaillent, parce que au-delà du premier cours magistral qui pose le contexte et qui présente un petit peu le processus, les situations dont vous parlez, qu'ils essayent d'identifier dans le scénario qu'ils ont mis en place, je voulais savoir comment est-ce qu'ils les identifient et puis comment est-ce qu'ils théorisent un petit peu. Est-ce que c'est dans le contexte du cours que c'est dispensé? Est-ce que chaque activité des étudiants se fait accompagner par un enseignant face à face pédagogique, par groupe, ou comment ça se passe en pratique? Alors, deux parties de réponse à cette question. C'est une très bonne question. Moi, je prends le parti de faire un cours qui est orienté sur la fiction. Donc, résultat, je leur passe beaucoup de documents audiovisuels où je leur fais passer des planches de BD ou des bouts de BD, des bouts de films, des bouts de séries, des bouts de documentaires aussi, ça peut arriver, hein, c'est pas seulement de la fiction, mais en tout cas, voilà, je leur lis des bouts de romans ou de récits, etc. L'idée, c'est de leur faire prendre conscience que globalement, les propos du cours sont un peu partout dans la fiction et dans la réalité, et donc c'est facile finalement de les accaparer. Après, comment est-ce que je fais pour leur faire passer les notions et les concepts du cours? Je fais quand même un cours magistral relativement classique qui se répète un petit peu le long des séances, mais qui prend de moins en moins de temps dans les séances en fait. Et donc voilà. Et puis je fais aussi, donc j'ai testé cette année effectivement ce cours inversé où le travail à faire pour les étudiants c'était je leur fais le cours comme ça, et puis la fois prochaine,
vous avez à regarder le 3e épisode de La Casa des Papel, et on en discute en cours pendant 3/4 d'heure à peu près. Et on fait l'analyse, hein, c'est-à-dire je leur fais faire en fait finalement les notes de bas de page sur La Casa des Papel, voilà, à partir des éléments du cours que je leur ai donné précédemment. Donc ça c'est un peu le truc. Après, effectivement, je pense que ça dépend des disciplines, la façon de transmettre ces connaissances-là. Ceci dit, il y a pas mal de... Enfin, je sais pas en quoi vous enseignez, d'ailleurs, ça serait intéressant. En informatique. En informatique, je sais pas, on pourrait prendre Mister Robot, par exemple. Il y a peut-être des éléments à aller piocher là-dedans pour comprendre à la fois comment on constitue un langage informatique, etc. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, la constitution de la base de données finalement de fiction pour pouvoir enseigner ces choses-là est tout à fait faisable, et ça permet justement d'initier les étudiants à ce travail de notes de bas de page. Voilà. Il est peut-être éteint. De 2 heures, on va se retrouver à voir les élèves qui travaillent, ou est-ce qu'il y a un amphi et puis ensuite des travaux dirigés? C'était ça, c'était d'un point de vue très opérationnel. Ouais, alors de manière très opérationnelle, et j'avais pas compris la question de cette façon-là. En fait, ce qui se passe, c'est que le premier cours, c'est un cours magistral, mais j'ai pas des grosses promotions, hein. Un maximum de promotion, c'est 35 étudiants. D'accord. Donc 35 étudiants, ça se fait dans une classe. Alors souvent, je demande aussi à faire mes cours et mes modules en salle de coworking à la Centrif. Et donc ça, c'est vraiment super précieux, parce que d'abord, ça les met dans des dispositions un peu différentes. Ils n'ont pas l'habitude. Ils se retrouvent sur des canapés, ils se disent on va écouter un cours, etc. Et résultat, même la forme du cours magistral est un peu différente de ce fait-là. Après, il y a une partie atelier, qui est plutôt une partie d'atelier d'écriture, ou de préparation de cet atelier d'écriture, et qui est animé par l'enseignant, hein, moi en priorité, c'est-à-dire que je passe de groupe en groupe, je leur dis, ils me posent des questions, alors à un moment donné ils me disent est-ce que ça va ce que je fais, alors je leur dis bah oui, mais moi je m'en fous de savoir si ça va, enfin c'est pas mon problème, ce qui m'intéresse c'est que vous ayez fouillé suffisamment le contexte plutôt que me raconter votre histoire, et puis en plus j'ai envie d'être surpris quand je vais lire les romans, donc me dites pas tout, ça c'est un truc comme ça. Donc en termes d'animation, en fait, les compétences de l'enseignant là-dessus, en termes d'innovation, ça tient aussi au fait que je suis habitué à animer des ateliers de conception innovante avec des méthodologies qui sont empruntées à la théorie CK, de la conception innovante de l'École des Mines de Paris. Et donc, résultat, le fait de savoir animer des ateliers de conception, ça m'aide aussi à les orienter, à les ouvrir, à faire en sorte qu'ils génèrent suffisamment de variabilité finalement dans les réponses qu'ils vont apporter pour les faire travailler là-dessus. Donc après, les méthodos de manière très opérationnelle, ils utilisent des post-it, ils utilisent des paperboards évidemment pour faire ces choses-là, des tableaux blancs pour faire des schémas, ils vont faire des arbres de décision, donc avec des arbres qui permettent de montrer en fait les alternatives scénaristiques. Ça, c'est des outils que je leur montre un peu au fil de l'eau, et qui sont des outils juste de travail en fait, hein, pas forcément d'apprentissage. Ça. Et puis une autre chose qui me semble intéressante à dire là-dedans, d'un point de vue opérationnel, c'est-à-dire qu'en gros, quand ils travaillent en groupe, ils constituent eux-mêmes, alors il se trouve que c'est un cours de théorie des organisations à la base, et donc résultat, ils constituent eux-mêmes une organisation, et donc je leur demande de faire preuve de réflexivité, de se regarder travailler. Ça, c'est ce qu'on peut faire aussi par la suite. Voilà. Ouais. J'avais une question en termes de transposition, parce qu'on voit bien en théorie des organisations, je vois exactement comment là ça se transpose. Moi, pour des disciplines qui sont proches mais un peu différentes, je me posais la question, quel est le cadre du roman que tu demandes d'écrire? Parce que là, ils doivent écrire une histoire avec
j'imagine en théorie des organisations avec des choses qui bougent, mais Ça bouge, dès que tu racontes une histoire, ça bouge. Enfin, une histoire où rien ne bougerait, mais du coup, il n'y a pas un cadre plus Pas de précis. cadre. Le seul précision, c'est il faut pas, par exemple pour les master banks, il faut surtout pas que ça se passe dans la banque. Pour les sportifs auxquels j'enseigne, il faut surtout pas que ça se passe dans le sport. Mais du coup, tu peux donner des exemples d'histoires, enfin, ce que je veux dire, par exemple, sans détailler, mais pour. Ouais, carrément. Il y a eu un très bon roman dont vous êtes le héros, qui a été écrit par les Staps d'ailleurs, qui se passait dans un hôpital psychiatrique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Bon, il s'agit d'une organisation, on peut en tirer des choses. Il y a eu des histoires qui se passaient dans la science-fiction. Alors, ceci étant dit, ce qu'ils racontent, c'est plausible, c'est-à-dire que quand vous allez voir, ce que je leur dis souvent, c'est que vous allez voir que Star Wars au cinéma, d'accord, ils ne peuvent pas parler dans l'espace parce qu'il n'y a pas d'air, etc. Mais on s'en fout, c'est plausible d'un point de vue politique, d'un point de vue des organisations, etc. Ce qui est raconté est plausible, on peut y croire, d'accord. Et il y a eu donc le contexte, c'est souvent des sociétés un peu dystopiques avec des voilà, ce qu'on voit souvent dans la science-fiction, une classe de privilégiés, une classe de pas privilégiés, puis des gens qui essayent de passer de l'un à l'autre, ça marche bien. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme truc? On a eu beaucoup d'histoires qui se passaient dans la mafia aussi, je sais pas pourquoi, il y a une sorte d'affection pour la mafia. Mais, du coup, c'est pour ça que je pose cette question sur la transposition, parce que tous les exemples que tu donnes, j'ai l'impression, je vois tout à fait le lien avec les concepts de théorie des organisations, et j'ai du mal à voir le lien avec des concepts en mathématiques ou par exemple. Alors, tu vois, c'est ça que j'ai besoin. Par exemple, il existe des fictions où les maths sont une partie de la résolution de l'histoire, par exemple. Il y a, je crois, une série qui s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs, série américaine. Je ne sais pas si c'est des très bons maths, etc. Je ne suis pas mathématicien, donc voilà. Mais il y a des séries où, en gros, il y a des mathématiciens qui sont embauchés pour résoudre des énigmes, pour pouvoir travailler sur des serial killers, etc. Et donc, résultat, on utilise les mathématiques comme finalement moteur de l'intrigue. Et donc, résultat, c'est aussi l'objet de... je vois, il y a un extrait de cette série, mais je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, où en fait, l'expert mathématicien de cette brigade de police dit en fait c'est exactement comme dans le problème de Monty Hall, qui est le problème du choix d'une voiture derrière 3 portes fermées. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce problème là. Enfin bon, c'est un problème de stats bayésienne, enfin de probabilité bayésienne assez classique, et il explique pourquoi ça va permettre de résoudre l'énigme. Voilà. Ça, c'est le genre d'instanciation possible dans une histoire. Et en fait, globalement, il n'y a pas vraiment besoin que l'histoire parle de maths proprement dite pour qu'on ait besoin de maths pour résoudre des histoires, par exemple. C'est la même chose pour la compta, hein, si c'était la question. Non, je voulais vous demander si vous avez aussi l'usage du coup de manuels d'écriture dans le cadre de cette... enfin, je veux dire, des trucs de storytelling, des choses comme ça, parce que je trouve que ça rejoint un peu la question de... Est-ce que la pédagogie, c'est de l'objet que ça part enfin, le fait qu'on veut écrire un roman, finalement, on n'a pas forcément besoin d'un manuel d'écriture pour le faire. Enfin, en tout cas, dans le cadre de votre enseignement, j'ai l'impression que ça ne rentrait pas du tout en compte et que l'exemple de fiction suffisait à donner le goût c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de moi là-dedans, en fait. Moi, je lis beaucoup, donc j'ai une banque de données dans ma tête, plein de fictions différentes. Je vois à peu près... j'ai déjà fait des ateliers d'écriture moi-même. Je vois à peu près quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en œuvre pour débloquer aussi les étudiants dans ce mécanisme d'écriture, parce que il y a une angoisse franche au début du module, c'est la page blanche. Ils ne savent pas ce qu'ils vont raconter, quoi. Ils sont vraiment désespérés, quoi. C'est un vrai problème. Et donc, en fait, là, je crois que c'est un peu le rôle de l'animateur. Je n'ai pas de manuel. Et d'ailleurs, s'il en existe, ça m'intéresse. Il en existe plein, mais parce que ça me fait penser que... je ne sais pas si vous connaissez le livre de Stephen King où il explique comment il écrit, et il dit notamment que... la seule règle pour l'écrivain, c'est de beaucoup lire et de beaucoup écrire, et que après ça viendra, quoi. Voilà.
Et puis autre chose aussi, c'était par rapport à ce que vous disiez sur le jargon, que vous leur proposiez plutôt une langue naturelle plutôt qu'une langue jargonnante. Et là, je me permets juste de suggérer que je trouve que souvent dans les bons romans, il y a toujours un moment où un écrivain se permet un mot un petit peu difficile, et c'est ce qui fait justement la qualité c'est qu'il arrive à le faire passer et à expliquer ce que ça veut dire, et voilà. Je suis complètement d'accord avec vous, et en fait c'est le jargon du cours que je veux pas avoir. Je veux pas qu'ils me disent ah mais dans cette forte situation d'ajustement mutuel, et ben je suis voilà, non, c'est ça que je veux pas en fait, c'est tout. Non, le jargon il peut y en avoir, il y en a d'ailleurs dans les romans, mais c'est pas le jargon du cours. C'est ça que je voulais que je trouvais important. Il faut surtout pas que le texte soit écrit en reprenant les termes du cours et en reprenant finalement c'est pas l'objet quoi. Voilà, c'est ça que j'envisageais. Mais oui, en tout cas c'est intéressant. Voilà. Moi j'avais juste une petite question, savoir si vous faites jouer après les étudiants à leur livre une fois qu'ils ont rédigé le roman dont ils sont le héros. Est-ce que le fait qu'il y ait des choix, des options, ça implique aussi de nouveaux apprentissages, et peut-être aussi de manière parce que finalement il y a quand même un gros travail d'écriture, est-ce que ça pourrait pas être transposé, ce travail d'écriture, à l'enseignant, et finalement c'est le fait de jouer à ce roman dont vous êtes le héros qui permettrait l'acquisition de ces apprentissages. C'est un autre projet. C'est l'objet de la maison d'édition, des manuels dont vous êtes le héros. C'est exactement ça. Sauf que c'est pas le même travail, mais c'est exactement ce que j'envisageais de faire par la suite. Ouais. Parce que finalement, ça peut être fait par l'étudiant, par l'enseignant, et c'est le fait de jouer. L'étudiant en jouant apprendrait à ce moment-là, et pas simplement en concevant. Oui, bien sûr. C'est tout à fait envisagé, et c'est comme ça que j'envisage la suite. Hein. Voilà, et l'idée, c'est quand même effectivement que ça soit diffusable donc, dans d'autres disciplines, et que, résultat, on ait des manuels dont vous êtes le héros en gestion, en informatique, en maths, en physique, en lettres, etc. Ouais. Pas forcément et donc ça ferait des manuels, c'est bien. Voilà. Un manuel un peu grand public, c'est ça qui est intéressant aussi pour donner l'accès un peu à la connaissance au plus grand nombre. Ouais. Oui. Vous disiez tout à l'heure, vous recherchez des contacts aussi pour continuer à collaborer. En fait, ça m'a fait penser à d'autres innovations qu'il y a à l'Université de Lausanne. En fait, il y a eu une innovation qui a été créée en 2011 qui s'appelle les Maîtres de la Caverne. D'accord. Donc, c'est pas la rédaction d'un roman, mais c'est l'idée, je pense, est assez proche. En fait, c'était un enseignant qui visait à faire passer les concepts de philosophie, mais via des pièces de théâtre. Donc, les étudiants montent des pièces de théâtre et vont vraiment créer une pièce de théâtre pour faire passer ces concepts en évitant le jargon. C'est exactement le même principe. Sur un peu le même format. Et là, plus récemment, on a aussi 2 enseignants en sociologie qui ont travaillé sur la création d'un spectacle qui est même présenté au public. Eux travaillaient en fait sur tout ce qui était sociologie de l'événementiel. Puis un est passionné de musique, l'autre est passionné de danse. Et du coup, les deux se sont rencontrés pour accompagner les étudiants dans la création d'une pièce de théâtre et d'analyser après les différents... d'un point de vue sociologique, en fait, ce qui se passe derrière la scène, sur la scène, à ces différents niveaux. D'accord. Je pense qu'on a... carrément, il faut qu'on échange par la suite. Je ne sais pas si... D'autres questions. Ouais. Voilà, donc je redis, pour tous les enseignants qui voudraient mettre en place ce type de module dans vos disciplines, n'hésitez pas à me contacter. Je suis facilement trouvable. Puis donc, voilà, je pense que ça peut être vraiment rigolo, en plus de créer ce petit réseau là, et puis de se dire. Alors les manuels dont vous êtes le héros, l'idée c'est aussi, il y a quand même un peu de temps à passer pour les enseignants pour relire, évidemment faire des précisions, corriger les erreurs qui pourraient être faites par les étudiants, et donc après voilà, de faire ce jeu-là. Mais l'idée c'est quand même que les étudiants restent les auteurs de ces ouvrages, parce que c'est important aussi de valoriser les travaux des étudiants de ce côté-là. Je pense qu'ils en sont super fiers en plus. Ça fait partie des productions qui peuvent même, si ça n'a rien à voir, mettre dans leur CV.
Pardon. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce partage très intéressant. Et juste une question d'ordre opérationnel. Comme cette méthode, c'est la vôtre, et j'imagine qu'elle est très liée à votre personnalité, vos connaissances, et comme vous avez aussi une ambition de la diffuser, est-ce que vous avez pu identifier le type de compétences qu'un enseignant ou une enseignante doit posséder pour l'utiliser d'une façon optimale? Voilà. C'est une question super dure. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'un enseignant ait comme compétence pour enseigner ça? Je pense qu'il y a une compétence importante qu'il faudrait avoir, c'est réussir à susciter la confiance de la part des étudiants. Parce qu'en fait, c'est un processus, comme c'est un processus de saut dans l'inconnu pour les étudiants, et il faut être capable de les rassurer et de les accompagner un peu sur tout le processus. Donc ça, je pense que c'est vraiment la compétence un peu primordiale de ce côté. Alors comment est-ce qu'on fait pour susciter la confiance? Ça veut dire qu'il faut avoir un peu l'habitude effectivement d'animer ce type d'atelier. Ça, je pense que c'est important. Après, c'est facile à se former sur ce genre de dispositif. Mais il faut aussi être capable de montrer. Pour la confiance, en fait, il y a beaucoup de choses. Ils ont peur du regard sur l'histoire qu'ils vont raconter. Je vous raconte une histoire intéressante d'ailleurs à ce sujet-là. Il y a des étudiants, je pense qu'il y a 2-3 ans, je leur ai dit, vous choisissez votre thème, le sujet de votre roman, c'est vous qui décidez, c'est vous les écrivains, moi je ne rentre pas là-dedans. Et ils pensaient qu'ils allaient me choquer parce qu'ils m'ont dit, nous on va travailler dans le monde des sex toys. J'ai dit, pas de problème, très bien, allez-y. Ça a l'air super intéressant, en plus ça traite du formel, de l'informel, pour moi c'est parfait, c'est un super sujet. Ils étaient bien embêtés en fait, parce qu'ils s'étaient dit, ouais non, le prof il va dire non et tout ça. Et voilà, et je pense que cette compétence-là d'être suffisamment ouvert pour dire, et puis finalement de ne pas être choqué sur les propositions. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de la mafia, oui, il parle de ça. Il y a des fois des romans qui sont ultra violents. Moi, je le prends aussi comme une forme de catharsis pour les étudiants. Je pense que c'est plus mieux qu'ils soient violents dans leurs écrits que dans la réalité. Donc voilà. Après, il faut voir. Je ne sais pas trop. Et les types de compétences autres. D'être capable, je pense qu'il y a une compétence vraiment importante, c'est d'avoir cette agilité pour pouvoir repérer dans les œuvres de fiction les propos et les concepts et les notions du cours que vous cherchez à leur faire aborder. Voilà, maintenant quand je regarde un film, c'est un peu énervant d'ailleurs, parce que souvent je regarde un film avec ma femme et quand on est devant le téléviseur, il n'y a pas plus que ça. Pas au cinéma, parce que je ne me permettrai pas de parler en même temps, mais un film, voilà, et j'arrête le film et je note des trucs, quoi. Je dis, ouais, ça c'est stop. Voilà, donc j'ai toujours l'idée. Et puis alors, ce qui est très, très intéressant aussi, cette année, de manière particulière, c'est que j'ai eu des retours inattendus de ma part. Il y a des choses que je n'avais pas vues, en fait, dans le film. Et ils ont trouvé des notions et des concepts que je n'avais pas vus. Et fort justement, c'était très bien. Donc, pour le coup, des fois, les étudiants vont plus loin que ce qu'on est capable de produire. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. Il y avait le monsieur. Ouais. Alors, avant. Ouais. Oui, déjà tout à l'heure, je pense que la série c'était Numbers peut-être. Numbers, c'est ça, ouais. En fait, ce que je veux me poser comme question, c'est par rapport à l'intervention au tout début de M. Sylvestre sur le fait que c'était YouTube. Donc effectivement, je comprends qu'il y a une part de lecture, mais la création, moi je trouve qu'ils sont très très créatifs au niveau vidéo. Ils ont une compétence qu'on découvre parce qu'on leur demande, moi je suis enseignant à l'ESSI, en informatique, et on leur demande quand ils font des projets de créer des vidéos, et je trouve que tous, s'il y a bien un point commun, c'est qu'ils sont tous très très forts pour faire ça. Et je me demandais si en fait le fait d'écrire, comme ils lisent très peu, et ça se ressent à tous les niveaux, s'il n'y avait pas une possibilité aussi de transformer ça en
en tournage, en création de vidéos, si ça se trompe, par rapport à l'évolution. J'ai aucun problème avec ça et je pense que c'est même une très bonne idée. Par contre, moi je trouve important, surtout, je sais pas, il se trouve que j'ai enseigné à l'ESSIE un petit peu il y a quelques années, mais bon, former des ingénieurs à l'écriture aussi, ça me semble être super important. Et donc, résultat, si ça peut en plus leur permettre d'écrire, ou en tout cas de prendre ce goût d'écrire, ce qui est très intéressant, c'est que globalement, c'est pas les étudiants qui sont les moins, qui sont finalement les moins littéraires, entre guillemets, qui ont le moins d'appétence pour cette chose-là, qui écrivent le moins bien. Ce qui est très particulier. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'ils se prennent au jeu, ils font des efforts sur l'écriture, ils font même des formules de style, ils s'amusent. Ah, vous avez vu ma belle allitération là. Des fois, il y a des trucs qui est vraiment très étonnant. Ce que je regrette un peu dans cette chose-là, alors je pense que créer de l'image, c'est hyper intéressant, je pense que c'est super bien, il faut un scénario aussi, et donc il y a quand même de l'écriture là-dedans. Ce qui me pose problème, en fait, finalement, c'est le temps qu'on a à disposition de ces modules. Et c'est pour ça que je suis assez curieux de voir ce que vont faire les collègues en IUT sur les projets tutorés, parce que ça se passe sur une année complète, et c'est pas 30 heures. Là, j'ai des modules de 30 heures, et encore en stab, j'ai que 24 heures, et donc ça cravache, quoi. Ils ont beaucoup de travail aussi en dehors des cours. J'essaye d'aménager. Alors, ils ont 30 heures. Moi, j'ai 30 heures de présentiel. Et selon les formations, normalement, j'arrive à leur dégager 2 fois 3 heures de travail en autonomie sur les romans. Mais rien que ça suffit pas. Résultat, eux-mêmes, ils n'ont pas lu les romans des autres. Puis après, il arrive les examens. Puis l'autre année, je leur mets à disposition, mais je suis pas sûr qu'ils le lisent. C'est dommage, hein, mais c'est comme ça. Alors, vous venez de répondre au niveau de la temporalité. Moi, j'avais 2 autres aspects. Je m'interrogeais, sur les feedbacks et les rétroactions en fait, que vous pouvez faire au fil parce que les groupes sont hétérogènes. Je pense qu'ils n'avancent pas, ils ne détectent pas finalement, ils ne mobilisent pas finalement les concepts et les notions tous au même moment. Est-ce que vous avez des ressources en ligne qui peuvent mobiliser et enrichir finalement leur questionnement qui ne va pas forcément être le même au même moment que les autres groupes. Tout cet aspect un petit peu opérationnel qui fait que vous, comment vous vous situez en termes de facilitateur, en termes de proposition de ressources supplémentaires et puis au niveau de la rétroaction justement pour essayer d'intervenir s'ils sont dans une route pas forcément dans celle qui est optimale, ou comment les amener à aller plus loin dans leur réflexion. Alors, les ressources, en fait, c'est les ressources du cours. Moi, je partage beaucoup de ressources sur l'ENT, donc la plateforme d'e-learning de l'université. Et donc ça, c'est les ressources que je leur donne, qui sont à disposition un peu tout le temps. Après, je leur donne des lectures, etc. Mais je sais bien qu'ils lisent pas, donc c'est pas très grave. Ils ont aussi moyen d'avoir des ressources sur Internet. Alors il se trouve que, étonnamment, il n'y a pas de MOOC aujourd'hui sur la théorie des organisations. Ça n'existe pas. Voilà, donc peut-être qu'il y a un truc à faire. Même si le MOOC, c'est peut-être encore déjà, c'est peut-être déjà dépassé comme format. Donc voilà. Après, finalement, la différence. Finalement, les groupes, ils avancent à peu près ensemble. Je n'ai pas vraiment de grosses disparités de ce côté-là. En tout cas, cette année, l'année passée, quand je me souviens des choses qui sont un peu plus proches d'aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de disparités dans l'avancement en fait, du travail. C'est juste qu'ils vont pas proposer les mêmes choses au même moment. Voilà, peut-être plus de ce côté-là. Donc je ne pense pas que ça soit super gênant. Et mon rôle là-dedans, c'est de faciliter effectivement, de les débloquer quand ils sont bloqués. Souvent, ils ont quand même des interrogations. Est-ce qu'on peut raconter ça ? Je dis oui, c'est vous les écrivains. Est-ce qu'on peut raconter à la première personne ? C'est une grande question. Je l'ai à peu près à chaque fois, ça, dans tous les groupes. Pas au même moment, mais
Je dis bah oui, c'est vous qui écrivez. Si vous avez envie de raconter votre histoire à la première personne, vous racontez votre histoire avec la première personne. Moi, j'ai rien à faire là-dedans. Enfin, c'est pas mon problème. Enfin, voilà. Ça sera certainement très bien à la première personne ou à la troisième personne. Enfin, voilà, pas de souci là-dessus. Donc en fait, c'est finalement le rôle de facilitateur, il s'instancie finalement beaucoup plus en tant que justement comme tiers de confiance en fait, qui va donner confiance finalement dans ce qu'on va faire. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien ce que je fais ? Ils ont toujours besoin d'avoir un retour assez rapide sur est-ce que c'est bien ce que je fais. Alors bien sûr, je leur fais une réponse de Normand. Je leur dis les qualités littéraires, j'en sais rien. C'est pas ça qui m'intéresse vraiment. Par contre, vous êtes bien dans l'histoire. Enfin, l'histoire est porteuse de vachement de trucs intéressants. Donc, voilà. Et le feedback se fait en direct. Ouais. En direct par groupe. Vous ne récupérez pas certains éléments pour par la suite où ils ne postent pas pour après que vous regardiez et que vous puissiez intervenir la fois suivante non. Enfin, je ne sais pas s'il y a une question. Ça serait génial de réussir à faire ça, mais j'y arrive pas parce qu'en fait, j'ai pas suffisamment de temps. Oui, j'imagine. Ça serait super, hein, mais il me faudrait peut-être deux fois le nombre d'heures ou 3 fois, allez, ou 4. Voilà. C'est toujours la même chose sur l'innovation. Quand vous prenez des gens, des enfants, vous leur dites, vous avez 5 minutes pour créer un dessin, compléter un dessin à partir de quelque chose. Souvent, ils vont faire l'essentiel en 5 minutes. Si vous leur donnez une demi-heure, d'un coup, vous allez avoir de l'imagination qui va sortir. Donc le temps, il est crucial. Et je préfère leur laisser le temps à eux de créer, plutôt que moi de leur dire, OK, vous créez, je vais vous faire un retour. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Voilà. Je ne sais pas si on arrive au bout des questions. Je sais pas. Voilà. On va faire la pause. Ouais, carrément. Avec plaisir. Merci en tout cas pour les échanges et Merci votre beaucoup. implication. Merci.